نبداو. Suleiman. بسم الله. C'est bon? Il est ouvert. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعد إخواني خواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم مرحبا بكم, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'espace Averroès Ibn Rushd, donc à Sainte-Geneviève-des-Bois. Nous sommes heureux d'accueillir Dr Mohamed Oqba, notre médecin cardiologue et médecin du sport, qui va nous éclairer aujourd'hui sur les questions en lien avec la question de l'islam, la spiritualité musulmane et le lien avec la santé en général, le jeûne comme thérapie, comme moyen parmi d'autres de thérapie pertinent et important, le lien avec la nécessité aussi de l'entretien, parce que comme les médecins du sport, nous avons aussi un lien à faire avec la question de l'entretien physique, تمرين تدريب البدني. Voilà, le lien entre la spiritualité, l'islam et la santé en général. Inch'Allah, ça va être, on va dire, vraiment des généralités. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails. C'est vraiment une introduction. On va essayer, le docteur va faire un résumé, on va dire, général, pendant à peu près 25 minutes. Voilà, à peu près, pas très long. Et on ouvre la porte aux questions. Ce sera plus intéressant d'échanger sur vos questions-réponses. Ce qui nous permettra on aurait pu faire quelque chose de détaillé aujourd'hui, mais on préfère aussi écouter les questions, les demandes, les interrogations. Et le but, c'est de refaire. Donc ça, aujourd'hui, c'est une première, mois de novembre. Et donc, le but, c'est de préparer une deuxième, beaucoup plus détaillée. Peut-être qu'il sera avec madame, qui est médecin aussi, madame Oqba. Donc, comme ça, on encourage les hommes et les femmes à participer. On va le faire peut-être à l'étage. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction. Nous avions un frère qui est avec nous aussi, frère Jean, qui est mathématicien, qui aujourd'hui ne sera peut-être pas avec nous. Il est aussi dans le domaine de la recherche sur ces questions, mais bon, c'est pas grave. Il sera là la prochaine fois. Donc, le but, c'est de refaire une autre au mois de janvier, au tous les cas, Inch'Allah, avant le Ramadan. Comme ça, on parle aussi de l'impact du Ramadan. Mais aujourd'hui, on va parler du jeûne de façon plus générale, pas seulement spécialement le Ramadan, le jeûne, l'entretien physique, et comment, dans l'islam, la question de la santé est quelque chose de global, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médecine holistique. C'est prendre la personne humaine dans sa globalité et d'œuvrer au bien-être. Bien-être, comme le définit l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est un état de bien-être, pas seulement physique, moral, psychologique. C'est vraiment un ensemble qu'il faut essayer d'équilibrer. Et la recherche de l'équilibre dans l'islam est fondamentale. Il n'y a pas juste le physique, il n'y a pas juste le mental, il n'y a pas juste le psychologique ou le spirituel. Tout est lié. Voilà. Donc, je passe la parole à notre éminent ami et docteur. Et après, Inch'Allah, on passe aux petites questions-réponses pour préparer la suite, Inch'Allah. مرحبا بك. الله يسلمك يرحم والديك. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Alors le sujet d'aujourd'hui est vaste, difficile, compliqué, mais nous allons donner toutes les explications nécessaires et surtout répondre à toutes vos interrogations et vos questions. D'accord? N'hésitez pas, nous sommes là pour ça, pour la vulgarisation, pour
aplanir toutes les difficultés que vous puissiez rencontrer, parce que beaucoup de gens, et notamment les jeunes, lisent sur Internet. Et ils lisent beaucoup sur Internet, ils rencontrent des mots difficiles, et c'est des murs pour eux, qu'ils ne comprennent pas. Ou alors, ils ont affaire à des gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, ils leur répondent ou disent n'importe quoi. Nous sommes là justement pour battre en brèche toutes ces difficultés. Alors, je peux vous dire, moi, l'intitulé de la question, c'est les jeunes, الصوم, mais على مختلف الأنواع ديالو. Les sports, parce qu'il y a plusieurs sports aussi, et la santé. Alors, je peux vous dire que l'être humain, depuis l'aube de l'humanité, il a toujours ressenti la nécessité vitale de bouger, de se mouvoir, de se transporter, d'aller faire la guerre du feu par exemple, d'aller chasser. Et le gibier de l'époque, c'était pas un petit gibier, c'était pas des lapins, c'était des gros animaux féroces, etc. Donc il fallait être costaud pour les affronter. Donc, il fallait être fort, il fallait faire du sport, il fallait être physique. Et donc, il faisait même la guerre pour avoir du feu, pour réchauffer les aliments, pour se protéger du froid glacial de l'époque. Et quand je dis de l'époque, c'est plus de 100 000 ans. Donc l'être humain est voué à bouger. L'être humain qui ne bouge pas, il se rabougrit progressivement et il s'éteint. Donc nous sommes tous habilités, invités à bouger. Alors, donc ce sont des activités éminemment sportives s'il en est. Ainsi, depuis le romain, on dit, en latin, je vais vous le traduire en français et en arabe, en latin, men sana in corpore sano, esprit sain dans un corps sain, l'aql salim fil jism salim. Et pour avoir ce jism salim, qui est une amana, l'Allah ta'ala. Le jism hada, le corps que nous avons, c'est une amana, c'est un don que nous a offert Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons-en soin. Parce que quand on va le rencontrer au jour du jugement dernier, واش درت بالجسم ديالك؟ انا عطيته لك مليح وانت فسدته. نو يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دونك حنا هذه الامانه نحطوا ادوا الامانه الى اهلها كيما كانت صافيه وافيه. Donc protégeons notre corps, notre santé. C'est un acte de foi que de protéger sa santé. لا تدوا نفسكم إلى التهلكة. لا تدوا نفسكم إلى التهلكة. إنسان بداته بدراهمه يروح يشري الدخان يشري هذيك حاشا البقعة الملكة وما سنتين ويفسد الصحة ديالو. On peut traduire لا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة. Ne vous exposez pas au mal ou à ce qui vous fait du tort. Du tort. Voilà. D'accord. Ne vous exposez pas. Verset du Coran. لا تدوا نفسكم إلى التهلكة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام, il pratiquait en compagnie de son épouse. لاله عائشة يديها يخرج يروحوا يجروا يروح يعوم السباحة, الخيل يركبوا في الخيل, الرمية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد, le prophète de l'islam, Khatam al-Anbiya ou al-Mursalin, il pratiquait le sport en compagnie de son épouse. Il la faisait sortir pour courir, pour nager, pour monter à cheval, faire de l'équitation, pour tirer à l'arc. Donc, soyons comme lui,
si on veut suivre l'exemple de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisons comme lui. Alors, le jour du jugement dernier, je serai fier de vous auprès des autres nations. Yawm al-Qiyamah, ubahi bikum al-umam. Pourquoi? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, iftakhar bina, qui chauffe l'umma dialou forte, physiquement et spirituellement. Et intellectuellement, bien sûr. يفتخر بنا قدام الأمم الآخرين. كل رسول يقول لها الأمة تاعها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هاي الأمة ديالي أنا واش دايرها. وين تحطها تجيب الباي ديالها كما يقول. Donc, essayons, faisons tout, faisons tout pour suivre ce prestigieux exemple. Et donc, une Oumma en bonne santé physique et morale est une nation forte. نعطيكم سبيل المثال un exemple. شوف في les commémorations, les défilés. كل بلاد كل رئيس يوري الارمي ديالو لي جون ديالو. كل بلاد انت عندك طياره انا عندي طيارات. انت عندك دبابه انا عندي دبابات. كل واحد يحب يزوق على الاخر يوري القوه ديالو. يوم القيامة سيدنا محمد يفتخر بنا نحمروا له وجهه. On soit digne de ses préceptes, de son enseignement. Pour information, hein, je profite. Oui. Comme le docteur il a dit que le prophète se faisait le sport et même avec son épouse, c'est connu. Une fois, il a fait la course avec Oumouna Aïcha, avec la mère des croyants Aïcha. Et Aïcha était plus légère que lui, elle a gagné la première fois. Et donc il a laissé quelques temps. Après, ils ont refait quelques temps après, quelques mois, je ne sais pas. La revanche. Elle avait pris un peu de poids. Elle avait pris un peu de poids. Alors là, le prophète il a dit un partout. C'est-à-dire, tu as gagné la première fois, moi cette fois j'ai gagné. Voyez l'exemple. Il n'y avait pas ce complexe de faire le sport avec son épouse. Nous avons peut-être un problème, un complexe, notamment, moi je le dis, hein, dans nos mosquées, c'est-à-dire que la place de la femme, quelque part, nous ne suivons pas l'exemple du prophète. La femme était présente dans la mosquée du prophète. Est-ce qu'on suit le prophète ou on ne le suit pas? Si on prétend suivre le prophète, pourquoi on a fermé les portes aux femmes dans les mosquées? Pourquoi elles sont invisibilisées? Vous voyez, dans certaines mosquées, notamment les Hanafites, les mosquées turques, ils ont des séances pour les femmes, entre elles, avec une coach sportive, et ils profitent de la mosquée. Les hommes, ils profitent aussi, ils font des entraînements. Mais la présence de la femme, au temps d'Ibrahim, était présente, elle était visible. Et nous, on a un problème culturel au nom de la religion. On a fermé la porte à la femme, surtout à la mosquée. C'est-à-dire ailleurs, c'est pas grave. Les gens sont avec les femmes dans le marché, le supermarché, ça ne leur pose pas de problème. Mais à la mosquée, ah là 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 là, il faut pas voir, etc. D'où ça sort? On suit le prophète ou pas? Mais ça, c'est une question, Inch'Allah, Cheikh Dolman, il va la retraiter avec des détails. Quand on connaît la vie du prophète, on voit que nous sommes décalés. Et au nom de l'islam en plus. C'est-à-dire, on dit, ouais, c'est au nom de l'islam, il ne faut pas. Mais touchez sur ça. Demandez aux gens du savoir. C'était Eh ben, je rebondis moi aussi, et permettez-moi de poser la question. في الحج وقت الحج الموسم تاع الحج نساو ورجال مخلطين sont pas séparés علاش وهذا في الحرم الشريف نساو ورجال مخلطين جاوبوني اللي عنده جواب يعلم. C'est-à-dire que pendant le pèlerinage, hommes et femmes sont ensemble. Ça pose pas de question. Donc il est où le problème? Voilà, c'est tout. Donc c'est un sujet à retraiter, Inch'Allah, avec les gens du savoir. Du savoir. Et on va le détailler, Inch'Allah. Donc la pratique du jeûne
sous toutes ses variantes, sous toutes ses formes. Parce qu'il y a... من بعد تاع الثلج أسئلة؟ هما دايرين جنود اللي ما يخلوش النساء والرجال يتخلطوا بصح من الناس يفرضوا عليهم يتخلطوا. دايرين السيباراسيون بصح في الحج الناس اللي يفرضوا عليهم ماشي هما. Inch'Allah, on va le traiter, Inch'Allah, c'est un sujet important, Inch'Allah. Donc, il y a plusieurs façons de faire le jeûne. Et ça, on va l'expliquer plus tard. Il n'y a pas qu'un jeûne. نصوم صباح العشية كما في سيدنا رمضان. لا. كاين باسكو رمضان شهر في العام. Mais le sportif, il fait du sport tout le temps. Il lui arrive de faire du jeûne, enfin un jeûne. بين قوسين ما تقولوش لو كاريم. لو كاريم في المسيحية. باسكو كاين بزاف الناس يحسب لو كاريم هو رمضان. لا ماشي كيف كيف. Le carême c'est un terme chrétien pour la chrétienté. إخوانات في الكتاب. Le carême c'est صيام تاعهم ما ياكلوش اللحم le vendredi etc etc. هذاك هو le carême. حنا c'est le jeûne ولا le ramadan. هذه باش نتفاهموا. باسكو كل كلمة عندها بلاصتها وكل بلاصة عندها كلمة ديالها باش نكونوا فإذا عملت عملا فاتقنوه خدموا الخدمة المليحة. Comment? Oui. Oui, oui. Donc si vous faites un travail, vous accomplissez un travail, faites-le avec précision. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا هذا الشيء. حديث نبوي شريف. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Allah aime que quand quelqu'un d'entre vous fait une action, qu'il la fasse de la plus belle manière. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la pratique du jeûne sous toutes ses variantes, sous toutes ses formes, entre progressivement dans la vie moderne et notamment dans les habitudes de nombreux sportifs et sportives. Là, nous accordons une place, la même place à la femme qu'à l'homme. Ceci parce que les ولداتك أمك مرأة بالك عندك بنت هاي مرأة بالك عندك أخت هاي مرأة. دونك خلينا من هذيك العقلية تاع الناس زمان لي زوبسكورونتيست هذوك يقول لك كذا كذا كذا. المرأة كانت مربية ونايضة على الدين والشرف تسوى 100 راجل حاشاكم وحاشا قدركم. سامحوني يا فهمني هاو كيفاه إنسان يلوح يماه يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc ceci dans le cadre d'une posture intellectuelle, spirituelle ou de performance athlétique. C'est pour ça que les jeunes يقول لك ندير le jeûne. قريت باللي le jeûne c'est bon pour la santé, pour mes performances. Oui, c'est vrai, mais il faut faire ça avec tact, mesure, précaution et savoir. Il faut savoir ce que l'on fait. Pourquoi on le fait le jeûne? ماشي نصوم ما ناكلش ونروح ندير رياضة. Non, il y a des précautions à prendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des coachs sportifs? Pourquoi il y a des médecins du sport? Est-ce qu'on a des coachs ici qui sont présents? Parce que j'ai fait appel, est-ce qu'il y a des coachs? Il n'y a pas de coach ici parmi nous? Il y a Isaac, il n'est pas là aujourd'hui. Il y a une sœur. Bon, Inch'Allah, la prochaine fois, ils viendront. Parce que le but, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait les 2 interventions, c'est d'organiser des séances d'entraînement. Inch'Allah. On a frère Isaac, on a Ali de Fleury, on a des frères et des sœurs. C'est organisé. C'est pour vous mettre le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire, pour vous apprendre comment on fait le sport et vous inciter à faire du sport de manière claire, éclairée. On ne fait pas le sport comme ça, هكذاك. روح جري لبس شورت ولا survêtement وروح جري. Non, il y a des précautions à prendre, il y a
Il y a des attitudes, des postures, etc., etc. Donc l'importance du jeûne sur les performances sportives. Gardez français, parce que ça me fait moche. D'accord. L'importance du jeûne sur les performances sportives, c'est-à-dire sur les résultats sportifs, est variable et complexe. On doit prendre conscience de tout cela. C'est pas parce que vous faites le jeûne ou là vous faites le jeûne que vous allez améliorer vos performances. Non. Il y a des conditions, il y a des règles à appliquer. Si vous voulez gagner le maximum d'intérêt et de bénéfices de ces deux activités, le jeûne et le sport. Il y a des règles. Des règles, et c'est très important. Pourquoi? Pour la sécurité. Il y a des sportifs, vous l'avez vu. Bon, Sarkozy, en pleine course, il est tombé. Avec le président de la République. Il est tombé. Parce qu'il a mal pratiqué. Il y a des sportifs qui meurent sur le terrain. Bon, il y a d'autres considérations, hein, prise de dope et de drogue, etc., etc. Ça, on n'en parle pas. Il faut préciser que la plupart des études ont été réalisées sur l'animal, hein, ou sur une population bien ciblée, c'est-à-dire des gens sportifs, des gens malades, donc sous couverture médicale stricte. Et on ne peut pas transposer les résultats تاعهم على le tout venant. الشعب تقبض شعب متريق وتقول est-ce que les résultats que j'ai trouvés de la population, je vais l'appliquer sur cette population. Non. Non, non, c'est ça les études scientifiques. Quand on dit scientifiquement prouvé, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cas scientifiquement prouvé. Et oui, alors, scientifiquement prouvé, c'est la méthode expérimentale. La méthode expérimentale, c'est quoi? Observer un événement, l'analyser, le reproduire et le contrôler. C'est ça la méthode expérimentale. Qui تشوف un événement صرا سبحان الله العظيم واش صرا نحوس نفهم نتقن هذا الشيء هذا. Je cherche. On comprend. Analyse. On analyse. Et on contrôle. Est-ce que je peux reproduire dans les mêmes conditions la même chose et arriver au même résultat? C'est ça scientifiquement prouvé. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent scientifiquement prouvé. تسمع كلمة ما تعرفهاش كاين بزاف يحشم يقول لك واش يحب يقول هذه الكلمة هذه ويروح يكمل. لا يا أخي هالكلمة أنا ما حشمت نقول لك نروح للديكسيونير نروح لجوجل نروح نحوس نبحث ونشوف كما قال لك الأخ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نشوف نفلفس نحوس. العلم يعلى ولا يعلى عليه. انت اللي تروح للعلم ماشي العلم تسناه يجيك. La science, il faut aller à la science, c'est pas la science qui vient à toi. Absolument. Et la science est au-dessus, et on ne peut pas être au-dessus de la science. Ça, c'est une parole de Ibn Sina. Ibn Sina, le Khalif Harun Rachid. واحد النهار هارون رشيد هارون رشيد le calife, il avait son fils malade. Il a fait appel à Ibn Sina. Il a envoyé son messager au maître. Le calife a besoin de vous. قال له علاش واش قال له خاطرش وليدو راه مريض ما يقدرش. قال له مرحبا وسهلا الله يبارك. Il est parti le voir, il l'a soigné, il l'a guéri. Au bout de quelques temps, qui m'a dit rebelote, un messager Zedja. Ibn Sina, au maître, le calife a besoin de vous, Harun Rachid, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Harun Rachid, il a besoin de vous. Pourquoi? Pourquoi? Il lui a dit
parce qu'il a une question à laquelle il ne peut pas répondre, il ne sait pas. Ah, non. La science est au-dessus de tout et personne ne peut se mettre au-dessus de la science. معناتها هو يجيني C'est lui. هو اللي يجي للعلم ماشي العلم يروح ليه. À lui de venir consulter la science. Et ce n'est pas à la science d'aller vers lui. طلب العلم ولو في الصين في هذاك الوقت في وقت الرسول والصين كانت le bout du monde La كما science, même si c'est en Chine, ça c'est. من المهدي إلى اللحدي du berceau jusqu'à la tombe. Demander la science du berceau jusqu'à la. Jusqu'à la tombe. Donc surtout à Internet, comme l'a dit le docteur, il y a parfois des affirmations, il y a des termes. L'Internet ne peut pas remplacer la connaissance d'un savant, d'un expert. Parce que tu vas trouver tout et son contraire sur Internet. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'enfermer sur Internet. Hein, l'autisme numérique. Oui. J'apprends tout sur Internet et il faut sortir aussi de l'Internet et ne pas avoir honte. Parce que dans l'islam, le prophète sallam avait dit, il y a deux personnes qui ne pourront jamais apprendre. Celui qui a honte de demander. Voilà, qui a honte de demander. Comme si c'était voilà, quelque chose de grave d'aller demander à quelqu'un, montre-moi. Et celui qui est orgueilleux. Je ne vais pas demander, moi, je connais tout. Ça, c'est l'orgueil. Les deux, ils apprendront jamais. L'omniscient, celui qui sait tout, avec l'ali. Subhanahu azza wa jal. L'insan qui a une erreur dans sa tête, s'il ne la corrige pas, il mourra avec son erreur. Là, يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا عباد. عندنا لسان نتكلموا. نسألوا. نتحدثوا مع أحبابنا مع خاوتنا مع اللي كبار علينا ما اللي يعرفوا. On leur pose les questions. العيب celui qui ne pose pas de questions. يقولوا لحية في الدين. أنا نزيد لك كلمة. لحية في العلم. أعطيهم بالفرنسية. Donc, oui. يقولوا لحية في الدين. C'est-à-dire qu'on peut poser toutes les questions. Il n'y a pas de honte à poser des questions en matière religieuse. De religion. Moi, je rajoute, c'est de moi, j'en prends toute la responsabilité. Il n'y a pas de honte à poser des questions en matière scientifique. متفقين معايا؟ يعطيكم الصحة. Donc, lors d'une activité sportive, le corps utilise son propre carburant. Et c'est quoi le carburant, les réserves thermo, c'est quoi? C'est le sucre. Qui met le cerveau? Le cerveau a besoin de sucre. Vous avez remarqué surtout les jeunes, en plein examen, l'étape d'examen, donc des barres de chocolat, des barres de céréales. Parce qu'ils ont besoin de ce sucre-là, parce que le cerveau consomme beaucoup de sucre pour travailler. Pour ça qu'ils donnent معاهم chocolat, ils donnent معاهم gâteau, ils donnent معاهم. Parce que le cerveau a besoin de sucre. Eh bien, le muscle, pour travailler, il a besoin de sucre. S'il n'y a pas de sucre, le muscle ne travaille pas. Bon, bien sûr, il y a le magnésium, il y a le potassium, il y a le calcium, il y a... Mais éminemment besoin de sucre. Et le sucre, oui, n'est-ce pas? On n'a pas des kilos de sucre dans le corps. Et il va puiser ça où? Dans les graisses. في الشحم. Les graisses. الشحم اللي عندنا. Notamment في l'abdomen. وهذاك les graisses في le foie. Le foie, c'est une formidable usine. C'est une formidable usine. معمر بلي graisses هذوك, le corps va les transformer. يولوا سكر, le glycogène. السكر اللي في le foie, c'est le glycogène. Le corps, مقبل الله تعالى سبحانه, il va le transformer en sucre.
يولي هو le carburant ou le comburant تاع le muscle. Pourquoi? علاش يروح له؟ Il ne va pas puiser dans le sang le sucre que nous avons dans le sang. Parce que s'il puise le sucre que nous avons dans le sang, qu'est-ce qui se passe? La glycémie, elle chute. On est en hypoglycémie. Et on tombe dans les pommes. Et ça peut être dangereux. Ça peut aller jusqu'au coma. Létal, mortel. Donc on est obligé, enfin le corps, il est intelligent. Ne t'attaque pas au sucre du sang. Laisse un minimum pour que l'insan n'y pas shad aqlou. Va, le foie, il y a des graisses, des lipides. Ce sont des graisses. Le foie, il y a des réactions chimiques. Il les stocke. Et il y a des khurjou sous forme de sucre. Subhanallah. Nous avons créé l'homme dans la meilleure des dispositions. Parfaite des dispositions. Zidou, 10 minutes. Ainsi, le jeûne intermittent, par exemple, donc, les sportifs qui font le jeûne de temps en temps, un jour sur 2, un jour sur 4, pendant 5 jours par mois, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perdre des graisses, mais pas perdre en muscles. Et c'est ce qui les intéresse. Et ça améliore les performances athlétiques du sportif. Il peut battre ses propres records. Voilà pourquoi est-ce que les jeunes font le jeûne intermittent. Alors, on expliquera plus tard c'est quoi les différentes formes de jeûne. Sans rentrer dans les détails, justement, les différentes formes de jeûne qui peuvent exister. Il y a la cure, il y a le jeûne intermittent. La cure, ça veut dire La cure, quoi? c'est que de l'eau, que des boissons. Un jeûne hydrique. Un jeûne hydrique. D'accord. On a le droit de boire de l'eau. Voilà. Le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est 10 jours, 10 heures de jeûne et 12 heures de manger. On expliquera ça plus tard. D'accord. Alors, les résultats de plusieurs études contradictoires n'attestent pas de l'amélioration de la performance sportive. Parce qu'on a fait des études chez des sportifs, mais ce n'est pas parce qu'il fait le jeûne que ça va améliorer ses performances sportives. Il dirait 10 secondes, il dit le jeûne, il dit que nous, il dirait 9 secondes, 100 mètres. Non, ça n'est pas tout le temps vrai. Parce qu'il y a des conditions, il y a des situations différentes. Des situations différentes. Et ceci est attesté par la capacité aérobie. La capacité aérobie, c'est-à-dire la capacité qu'a l'organisme, le corps, à utiliser l'oxygène qu'il a pour performer. C'est ça la capacité aérobie. Il y a des gens qui tirent le maximum de bénéfices de l'oxygène qu'ils ont dans le corps. Il y en a d'autres qui n'utilisent pas beaucoup. Je vous donne 2 exemples extrêmes. Un sportif, il utilise pratiquement tout l'oxygène. Un insuffisant cardiaque ne peut pas utiliser tout l'oxygène. C'est pour ça qu'il est essoufflé. D'accord? Et vous poserez des questions après, il n'y a pas de problème. Hein? On ferait le détail de toute façon. Oui. Et donc, cette capacité aérobie est mesurée par, et ça les jeunes, vous avez dû certainement voir ça, fait Internet, la VO2 max. Et je vais vous expliquer la VO2 max. Ne vous inquiétez pas, hein, tous les mots qui sont difficiles à comprendre, je vous les expliquerai et expliciterai. Donc, par la VO2 max, qui reste inchangée après le jeûne intermittent chez le sportif bien entraîné. La VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène
Là, c'est très important. On rentre un peu dans le dur du sujet. Hein. Donc, il faut toute votre attention. Hein. Concentrez-vous. Et s'il faut me reprendre, vous allez me reprendre. Donc, c'est la capacité maximale, la consommation maximale d'oxygène qu'un organisme aérobie, être humain, hein, peut consommer par unité de temps. Parce qu'il faut bien mesurer par minute lors d'un exercice dynamique aérobie maximal. Donc ça s'exprime en millilitres par kilo par minute, pour qu'on puisse tous parler de la même chose, comparer tel sportif à tel sportif. Qui fait l'entraîneur, il sait que celui-là il est en forme, celui-là n'est pas en forme. C'est comme ça qu'ils font. Comment sélectionner tel ou tel joueur pour l'équipe nationale? Ils chauffent les meilleurs. هذا عنده temps de millilitres par kilo par minute, ou هذا عنده temps de millilitres par kilo par minute. Donc il ne peut pas tenir la partie. Il n'est pas en forme. Il faut qu'il se repose, ou là il faut qu'il revoie sa batterie d'entraînement, etc., etc. Donc pour qu'on puisse parler de la même chose. Mais ça ne se mesure pas comme ça. Ça se mesure en laboratoire, avec le masque. Entrée d'oxygène, sortie de gaz carbonique. Et il y a des machines, des ordinateurs, des algorithmes. Algorithme al-Khawarizmi. Le mot algorithme, C'est le al-Khawarizmi. nom du mathématicien Muslim. Khawarizmi de l'Asie centrale, le grand mathématicien Ouais, musulman qui a l'Ouzbékistan. inventé les algorithmes. Khawarizmi, Khawarizm, algorithme. Khawarizmi. وقال لك العرب 5 minutes. العرب والمسلمين ما n'ont fait que copier ou traduire. الشيطان. هاك طيح بينا ولا كيفاش؟ الحمد لله كاين ولادنا راهم يقراوا جايين يفهموا. Donc c'est ça le. Alors la normale c'est 35 à 45 millilitres par kilo par minute. Un insuffisant cardiaque, il est à peine à 10. Je vous donne des exemples. Quand de grands sportifs, les coureurs cyclistes et surtout ski de fond, ils arrivent à 90 millilitres. Il y a un grand champion finlandais, je crois, il y a 98 litres. C'est le sommet. C'est une machine, c'est un char d'assaut, c'est pas un être humain. Hein. Et donc, chez l'homme, c'est 35-45 millilitres par kilo par minute. Chez la femme, 27-35 millilitres par kilo par minute. On va essayer d'éditer ça sur papier et on vous les distribuera. Comme ça, vous aurez un document à la maison que vous allez lire. Prochaine conférence. Vous allez lire à tête reposée. Ce sera un memento de ces données-là. Autrement dit, c'est la quantité d'oxygène que le corps peut capter, transporter, utiliser de manière bénéfique pendant l'exercice physique. Il y a la VMA, ou vitesse maximale aérobie. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas la peine. Ça veut dire que c'est constante, quelque part, on peut les améliorer. Bien sûr, c'est fait pour ça. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que un sportif qui a 40 millilitres par kilo par minute, je prends un exemple, hein, c'est déjà bien, et il s'entraîne, et il se dit, ça fait 1 an que je m'entraîne, je ne sais pas où j'en suis, est-ce que j'ai amélioré mes performances ou pas? Et notamment les sportifs en club, ceux qui courent championnat d'Europe, championnat du monde, etc., il leur faut une feuille de route. Où c'est qu'il en est? Est-ce qu'il s'entraîne bien ou s'entraînement ou... Parce que trop d'entraînement, ça peut nuire aussi. Oui. Le médecin de sport, il lui dit, tu vas te reposer, tu vas arrêter toutes tes efforts. Tu vas améliorer ce point-là. Tu vas améliorer ce point-là. D'où l'importance des coachs. D'où l'importance des coachs. Et il veut savoir où il en est.
J'étais à 40 et cette année je suis à 30. Pourquoi? Alors, il se rend compte qu'il a régressé. Ou là il s'entraîne, il était à 40, il est à 48. Ah c'est bien. أنا طلعت النيفو ديالي. Amélioration. D'amélioration. Donc c'est fait pour comparer des choses comparables. Il devient son propre maître. Donc à noter que les montres, parce qu'il y a des gens qui ont des montres maintenant, vous les avez vus. في les marathons كلش يعمل هاك يعمل هاك. Hein, في les exercices sportifs تاعهم, ils ont des montres connectées. Mais ces montres connectées sont approximatives. C'est un rapprochant. Ce n'est pas exact. La seule mesure exacte, c'est le masque laboratoire. C'est bien. Ça donne un ordre de grandeur. Mais ça n'est pas vraiment exact. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Ces montres connectées, il y a plusieurs marques. Les meilleures, bon, je ne vais pas citer les noms, mais il faut se méfier. Alors, on a 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Alors, ça y est, j'ai terminé. Oui, parce que j'avais au moins deux. Je les poserai après. D'accord. Parce qu'on reviendra dessus. La prochaine, Inch'Allah, mois de janvier, on reviendra Alors, plus dans le détail. Pendant l'exercice, on a vu que le corps transformait le glycogène en glucose, en sucre, qu'il a activé des milliards, je dis bien des milliards, de réactions chimiques dans l'organisme. Le foie, le pancréas, les poumons, les intestins, le cœur. Et il aura accumulé des déchets. Et oui, chaque réaction chimique donne des déchets. Mais ces déchets, qu'est-ce qu'il va en faire l'organisme? Comment il va les éliminer? Parce qu'à un moment donné, les déchets sont là-haut. Est-ce que l'organisme est en capacité d'éliminer ces déchets? Et comment? Nous verrons ça donc dans la prochaine séance, Inch'Allah. Je. Tabarakallahu fikum. Fik. Vous remercie pour l'istidafa. Yarhamou lidikum. Barakallahu fik. Moi, Et nous sommes là ouverts pour les questions. pour les questions. Mais juste pour orienter aussi la réflexion, parce que un des intérêts, c'était la question du jeûne de façon générale et l'importance du jeûne même dans les questions de cure ou de thérapie. En deux mots, c'est-à-dire, bon, on sait qu'aujourd'hui, le jeûne participe même à la thérapie de certaines pathologies, etc., mais bien sûr sous contrôle médical, toujours sous contrôle médical. Et la deuxième question, quelle est l'importance de l'entretien physique, riyada, souple, yani, d'où pour les personnes à partir de 50-60. C'est-à-dire, parce qu'à un moment donné, les personnes qui prennent de l'âge, on a tendance à constater que la baisse de l'activité physique, à la moindre chute, c'est la catastrophe. Ça, on constate beaucoup, les fractures du fémur notamment, des hanches, etc. C'est une problématique, par exemple, quand moi j'étais dans le médico-social, les maisons de retraite, quand on faisait des suivis, des contrôles de qualité et tout, ce qui revient souvent, c'est la problématique des chutes. C'est-à-dire la personne qui est habituée à rester debout et à ne pas avoir de souplesse, la posture verticale, s'il n'y a pas l'entraînement, vous savez, en Chine, en Asie, le rapport est toujours gardé avec la terre. Nous, en principe, on a toujours ce rapport, parce qu'on fait la prière, on se baisse, on se met sur le tapis. Donc, les Chinois gardent ça même à 90 ans, 100 ans. Ils sont toujours là en train ils s'entraînent comme au judo, comme ils tombent, ils savent tomber, ils se roulent. Mais la personne qui a perdu l'habitude de l'entraînement et qui est toujours en position verticale, le jour où elle tombe, c'est la catastrophe. C'est une fracture grave. Voilà les deux questions. Et on passe au. Alors,
il y a deux types de muscles. Les muscles rouges striés et les muscles lisses des intestins. Nous avons l'être humain à environ 639 muscles, dont 570 muscles rouges striés et 100 et quelques muscles lisses. Tous ces muscles-là, qui m'a dit le Hajj, ces muscles, il y a des muscles qui dorment, qu'on n'utilise jamais, et notamment pour la posture debout, pour l'équilibre. Il faut réveiller ces muscles-là. Il y a des exercices appropriés pour réveiller ces muscles et les renforcer. Et comme ça, les gens ne tombent plus. Ou moins, ou même s'ils tombent, ça amortit la chute. Il n'y a pas, parce que, une fracture du fémur, c'est 3 mois d'hospitalisation. Quand ça se passe bien, hein, parce qu'en cours d'hospitalisation, il y a des patients qui développent des phlébites, des embolies pulmonaires, et alors là, c'est la catastrophe. Hein. Et puis, qui m'a dit l'Hajj, et même, dans les hôpitaux, nous accordons beaucoup d'importance sur la verticalisation du patient. Voilà, الطبيب واقف قدامه هكذا كالعرصة comme un pilier, il est en position de faiblesse, le patient, psychologiquement parlant. Il faut penser à lui. Il faut qu'هو تاني يوقف. On trace les yeux dans les yeux. Donc, la remise, la verticalisation, c'est une étape très. Il y a des médecins, des infirmiers, des kinés, etc., qui s'emploient à ça pour verticaliser un patient, un malade. Et c'est très important. La remise sur pied. La remise sur pied. Et c'est ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Il faut qu'il يولي لخدمته. Le patient, il faut qu'il يولي لخدمته. On fait tout. Parce que c'est un maillon de la chaîne économique de la société. Et sociale. Absolument. Et le jeune, qu'est-ce qui mobilise, notamment quand on s'attaque à un jeûne qui se prolonge avec certaines conditions, et où c'est plus le glycogène. Il y a certaines formes de jeûne qui vont s'employer à utiliser les cytoses, les formes. Oui, les corps cétoniques. Voilà. Et les corps cétoniques protègent de l'hypoglycémie, protègent des radicaux libres. Les radicaux libres, ils sont faits à partir d'oxygène. Trop d'oxygène, un surplus d'oxygène. Ce sont des éléments de l'organisme qui vont étouffer la cellule, l'intoxiquer. Et la cellule, intoxiquée, étouffée, elle meurt. Vont étouffer ce qu'on appelle les mitochondries. Mitochondries, c'est des composants à l'intérieur de la cellule. Ce sont les usines énergétiques, les centrales énergétiques dans les cellules. C'est ça les mitochondries. Et c'est ce qui permet à la cellule de respirer. Trop d'oxygène, ça va étouffer ça. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Dans notre intervention, je vous expliquerai tout ça. Alors, à vous, s'il y a des questions. En tout cas, ça nous aidera à préparer la prochaine séquence. Et on comprendra mieux votre intérêt. On fera 1 heure et demie, 1 heure ou 45 minutes d'exposé avec un peu plus de détails, même vidéoprojecteur. Mais là, aujourd'hui, c'était plus pour faire le tour. Est-ce qu'il y a des sujets, des questions? Ça, c'est le Hussein. Allah يبارك فيك. J'ai 2 questions. نعم. J'ai 2 questions. الله يبارك. Bienvenue. Alors, on a tendance au mois de Ramadan, beaucoup de monde qui se met au sport au mois de Ramadan. Il dit je fais du jeûne, je fais du sport pour baisser le poids, pour faire un peu de.
est-ce que c'est bénéfique, c'est pas bénéfique? Donc Deuxième première question, je le redis, ça soit entendu. Et la deuxième question, c'est quelle meilleure fréquence dans la journée pour faire du sport? Donc, deux questions, je le redis. Hein. Donc, il y a une tendance pour certains, pendant le ramadan, ils profitent pour faire du sport, en pensant que c'est certainement C'est un plus. bénéfique, surtout pour perdre du poids, etc. Est-ce que c'est possible de le faire comme ça? Quelles sont les précautions à prendre? Et deuxième question, C'est la fréquence. Dans la journée, des fois, on fait. quelle est la bonne fréquence? Le matin, l'après-midi, parce que des fois, le soir, on fait des séances de sport. Voilà. C'est-à-dire le moment. Tu n'arrives pas à dormir parce que le corps, il est en. Quel est le moment idéal, voilà, dans le quotidien, pour faire du sport? Pas seulement le ramadan, donc pendant l'année. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus le matin? Pendant le jeûne, quoi. En dehors du ramadan, quelle est la bonne fréquence? Mais la première question, c'était sur le jeûne. Est-ce que le fait de faire du sport, les gens ne font pas de sport en général, mais il arrive le ramadan, et dans leur tête, c'est « Allez, je renforce, je fais du sport, comme ça je perds du poids ». Est-ce que ça, c'est bénéfique, pas bénéfique? Est-ce qu'il faut faire attention ou pas? Je dirais oui et non. Mais, dans Ramadan, quand on fait le sport, il vaut mieux le faire le plus proche du manger, la rupture du jeûne. Et non pas sabah. Et surtout, Pas le matin. pas le matin. Ne pas faire de sport de force. Pas de sport de force. Le moins possible. Il faut faire des étirements, de l'entretien, mais pas de sport de force. Pas des sports violents. Et faire ça, se rapprocher le plus de la rupture du jeûne. Comme ça, on peut s'hydrater. Parce que l'hydratation est très importante. C'est très, très, très important de s'hydrater. Pendant le ramadan ou sans le ramadan. En dehors du ramadan. Voilà. Et de toute façon, oui. Et le temps idéal ou le moment idéal en dehors du ramadan, en général? En dehors du ramadan. Sport le matin? Le matin, oui. Ou le soir? Le matin, et après on prend une collation, une bonne collation avec des sucres lents, pas des sucres rapides. Pourquoi? Parce que les sucres rapides, sucre, haja hloua, ça fait libérer instantanément de l'insuline. L'insuline تطلع هك. Et l'insuline طلعت هك, le sucre يحبط هك. Alors que si on prend des sucres lents, du pain, des biscottes, des gâteaux, l'insuline تعمل هكذا. Progression. Et la glycémie تحبط هكذا, tout doucement. Doucement. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des Oui, questions? oui, oui. نعم نعم سعدي. La question, je connais quelqu'un qui a pris des fois un problème d'oxygène dans la tête, au cœur. Et est-ce que le médecin prescrit pour y aller aux analyses d'oxygène ou pas? C'est-à-dire Ça pourra. la fille a un manque, elle a une pathologie, un manque d'oxygène pour son cerveau. Est-ce qu'il faut passer par des examens pour mesurer le taux d'oxygénation Bien sûr. ou pas? Ben oui. Ben oui, on fait par exemple les gaz du sang. Et on sait si elle a suffisamment d'oxygène dans le sang ou pas. Je vais l'amr. Chez Lidl, de temps en temps, ils vendent les saturomètres. Pour 10 €, 20 €, même pas. Allez, chez Lidl, hein. Ailleurs c'est plus cher. Et ils sont bons, hein. Vous pouvez aller surveiller les catalogues de Lidl, vous pouvez acheter. Vous enfilez avec le saturomètre et vous voyez combien d'oxygène vous avez dans le sang. Et la solution de ce problème-là, c'est quoi? Un bal de la thérapie. Une fois que... Ah, ben, après, c'est en fonction de ce que l'on trouve. Si l'oxygène, le taux d'oxygène
est supérieur à 92-93%, pas besoin. S'il est moins, il faut chercher pourquoi, à la cause. Parce que, oui, c'est ça le but de la médecine, c'est trouver l'étiologie. L'étiologie, ça veut dire la cause. La cause, pourquoi la fille manque d'oxygène. Est-ce que c'est dû au sang? Est-ce que c'est dû au poumon? Est-ce que c'est dû à un obstacle? Est-ce qu'elle ronfle la nuit? Est-ce que on élimine les pathologies les unes après les autres. Et ça, c'est un travail du médecin, mais du bon médecin qui veut se donner la peine, se creuser la tête, hein, de chercher. Ils disent quand ils font par exemple la douche, il ne faut pas mettre le chaud sur la crâne. Alors, Brosser la crâne, on dit que comme ça on garde l'oxygène. la question, par exemple, de la douche, il dit que l'eau chaude, il est déconseillé de mettre sur le crâne parce que ça peut avoir un effet sur l'oxygénation. Non. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vapeur, parce que s'il y a trop de vapeur, il y a moins de concentration d'oxygène. Ça, c'est évident. Il faut aérer. Plutôt trop de chaleur. Là, on ne va pas mettre l'eau bouillante sur la tête. Faut pas mettre l'eau bouillante. C'est tout. Ouais, faut aérer. Faut se aérer. de l'aération dans les salles de bain, etc. Une deuxième question, si vous permettez. Oui. Pour les sportifs, il y a des sportifs qui connaissent qu'est-ce qu'ils mangent. Des débutants qui veulent faire des sports, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils mangent. Ah oui, c'est-à-dire l'alimentation, le sport. C'est-à-dire que Les magasins, maintenant, ils nous sortent magasin bio, et avant, ils nous font manger n'importe quoi. c'est-à-dire que Expliquez un peu. ouais, le lien, mais ça ce sera peut-être à la prochaine séance, c'est-à-dire la relation entre le fait de faire du sport et l'alimentation. Oui. Ouais, c'est très évidemment. Il y a une base. Il faut un repas complet. Il faut se méfier des repas transformés, ultra transformés. Il vaut mieux les préparer à la maison. Il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des lipides, surtout des oméga 3, etc. Et il faut qu'il y ait des glucides, mais des glucides lents, pas à un indice glycémique très élevé. هذا كيطلع la glycémie, surtout pour un diabétique. احنا قلناها احنا أمة تاع الوسط خير الأمور أوسطها ما نديروا بزاف ما نديروا قليل الوسط أمة الوسط حنايا. Notre D'accord. nation, c'est la nation du juste milieu. Donc l'alimentation, d'ailleurs le professeur Céline l'a dit, c'est-à-dire qu'il a indiqué que les plus gros des problèmes proviennent de ce qu'on mange. C'est-à-dire l'estomac, c'est l'origine de nos maux. Et donc le fait de manger équilibré, c'est pas la quantité, c'est l'équilibré. Et vous avez vu que, par exemple, nous on a la chance, on est méditerranéens, ce qu'on appelle le régime méditerranéen, le régime crétois, méditerranéen. Il y a beaucoup de légumes transformés, c'est-à-dire cuits ou crus, mais il y a beaucoup de poissons, des huiles importantes, notamment l'huile d'olive, et la viande, les protéines, il y a les protéines végétales, mais pas tellement la protéine animale. On a les anciens, dans les villages d'Afrique du Nord, c'est une fois par semaine la viande rouge. Le poisson, par contre, les viandes blanches, les poissons, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est burger, c'est viande rouge. Il y a un lobby pour, vous savez, les protéines animales, pour produire 1 gramme de protéines animales, il faut l'équivalent de ce qu'on doit produire pour faire 15 grammes de protéines végétales. 15 fois plus d'énergie pour produire la protéine animale que la protéine végétale. Et nous, on vend le fait de manger la viande, et même les restaurants, moi je suis mal au cœur quand je me balade à Alger, hein, à Bab el-Oued, à la Casbah, etc. Les restaurants à l'ancien ferment. Là où on mange l'obia, l'adès,
Ah, les lentilles, les fèves, le hummus, sharba, les plats traditionnels, c'est devenu, on a maintenant une culture Fast food. fast-food à l'américaine, et on dit qu'on est libre, on dit qu'on n'est pas colonisé. Fast-food, 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 et après, avec boisson, avec Ultra sucré. ultra sucrée, gazeuse, etc. Et après, on se plaint, et on a plus de place dans les hôpitaux. Et les sauces et compagnie. Enfin, l'alimentation à l'ancienne, traditionnelle, et nos anciens, il faut leur revenir à ça, il faut revenir Au bon sens. Donc, mais ça, c'est, Inch'Allah, on va le détailler. Mais les repas africains, les repas italiens traditionnels, ou grecs, ou turcs traditionnels, c'est pas ce qu'on a dans les restaurants. Ce que tu manges à la maison en Italie, c'est pas ce que tu vas trouver dans le resto ou le grec dans la maison. C'est pas le grec que tu vas voir dans le commerce. Ce qui est traditionnel dans les campagnes, etc., c'est autre chose. Voilà, c'est ça, on sait d'où ça vient. D'ailleurs, le fait de ramener des fruits maintenant, je veux manger des kiwis toute l'année. Vous savez, la tomate, quand on la fait venir d'ailleurs, par exemple, la saison là, c'est l'hiver. C'est la saison des oranges. Parce que l'orange va produire de l'énergie, va chauffer le corps. Donc c'est adapté à la saison. L'orange pendant l'été, le jus d'orange, il ne va pas te rafraîchir. Il va te réchauffer. Donc si tu ramènes aussi des produits qui viennent du sud de la planète, la tomate, même à plus de 500 km, ça n'a pas la même composition que la tomate que tu consommes localement. Et il y a la taxe carbone, Alors sans parler de... mais l'environnement. oui, l'environnement, c'est-à-dire que le bassin de vie, dans un rayon de 100 km, les aliments qu'on a produits localement, c'est pour ça qu'il faut acheter local. Et répondre aux besoins locaux. Par exemple, le bassin parisien, ça n'a rien à voir avec le bassin de Montpellier. Et nous, on ramène à 3000, 4000 km. Et on ramène la tomate de Chili. Les kiwis, C'est pas du tout adapté aux besoins. Nous, on n'est pas fait pour vivre de la même manière dans le sud de la planète, ou au nord, ou à Marseille, ou à Lille. Mais, Inch'Allah, on rentrera dans le détail. Il y a un adage, si vous permettez, hein, un adage ici en France qui dit que certains creusent, creusent leur tombe avec les dents. Ouais. يحفر القبر ديالو بسنانو واش ياكل يدفع روحو للقبر. Voilà, ça c'est une bonne conclusion. Bien sûr. Bon, l'application est que quand on a bon le sucre, c'est bon pour le cerveau. Il y a certains qui disent bon, le sucre, ça c'est de la tête. On ne peut pas faire chemin, on va sur d'autres pour le cerveau, d'autres choses que bon, ça c'est de la tête. On ne peut pas faire chemin. Alors, quelle est la bonne mesure par rapport au sucre? Parce que le sucre, on dit que c'est important pour le cerveau, mais trop de sucre, ça pose des problèmes. Pas le sucre rapide transformé, route du fructose, le sucre le saccharose, pas le saccharose avec les petites, c'est pas bon parce que c'est un modificateur endocrinien. Donc il faut faire attention. Naturel. Sucre naturel, le sucre roux, c'est bon, d'accord. Mais évitez le sucre blanc avec Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez-moi. بعد الأربعين تجنب الأبيضين الملح والسكر. Après 40 ans, délaisse les deux blancs, le sel et le sucre. Deuxième question. Mon deuxième question est que bon, si on a fait sport, qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on ne doit manger pour améliorer la performance? Parce que généralement en France, on n'a pas de produits totalement naturels. Partout dans les produits chimiques, Produits, oui. il y a aussi des Sport et alimentation. produits chimiques dedans. Le problème, c'est qu'il dit oui, il faut manger après le sport, tout ça, et qu'on manque quelque part de produits naturels. Même en France, on n'a pas de produits naturels.
Après, oui. Il y a- Nous cherchons, il y nous a- cherchons. On peut trouver. On va chez le producteur. Oui, On connaît, on doit au connaître. marché. Voilà, on doit connaître d'où vient mon alimentation. Chez Poser des questions. quel producteur? Est-ce qu'il utilise du pesticide ou pas? Donc c'est pour ça que quand tu achètes dans le rayon ton bassin de vie, tu vas connaître le producteur. Et c'est pour ça qu'il faut aussi ne pas rester dépendant des marchés, des supermarchés. C'est-à-dire qu'il faut, ça c'est un autre sujet sur la permaculture, sur la permaculture et l'écologie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne. Nous sommes à la base tous des gens venus des ruraux. On est venus des campagnes, nos parents, nos grands-parents. On a grandi dans la campagne. On est normalement connecté à la nature. Et on a perdu ce lien avec la nature. D'où l'importance de revenir à la connexion avec la nature, mais aussi d'apprendre à planter. Nous pouvons apprendre à planter, à faire des petits maraîchages, même dans les villes. Vous savez, à Paris, le miel de Paris maintenant, il est meilleur Sur que les le miel- terrasses. Voilà, il est meilleur que le miel parfois, parce qu'il y a des pesticides par endroit, etc. Alors qu'à Paris, voilà, sur les terrasses, on arrive. Ça veut dire que même dans les milieux où c'est pas rural, on peut apprendre, mais c'est une éducation. Moi, je connais Fabien Tournant, un grand spécialiste de la permaculture à l'échelle mondiale. C'est Monsieur O de la Sicile. C'est spécialiste de l'eau. Et spécialiste de l'agriculture en milieu désertique. Il a été au Sénégal, il a été en Jordanie, en Asie, etc. Et il est abordable. Il est venu à Corbeil il y a 2 ans. On a fait un atelier au Tarteret pour apprendre à planter là où il n'y a pas beaucoup de terre. C'est-à-dire les plantations verticales, avec peu de terre, et même des fois sans terre. On arrive à planter des tomates, des légumes, des choses. Et bien ça, c'est une éducation. Il faudrait qu'on revienne à des jardins partagés, à des jardins familiaux, des jardins associatifs. Et là, on peut, et ben, ça fait du bien de réapprendre à planter et à manger ce qu'on a. Et on sait ce qu'on mange à ce moment-là. Et c'est pas, on a la possibilité de reprendre notre autonomie alimentaire et ne pas rester dépendant. Mais ça, c'est une éducation. Attends, vous comprenez que souvent des produits, on met l'étiquette bon, c'est bio. Mais si on a goûté, après on a inventé tout bon, il n'y a pas de bio. Eh oui, la question des labels, bio, pas bio, etc. On m'a dit, mais inventé ça, mais c'est pas grave. On a des applications qui permettent de vérifier, hein, Yuka et d'autres, bon, voilà, qui sont fiables. C'est-à-dire, il y a un code, tu rentres avec ce code, tu regardes voilà, la classification de ces aliments. Il y a des organismes indépendants qui permettent de dire tel aliment est bio ou pas. Il faut qu'il soit indépendant. On ne prend pas un organisme qui dépend de Nestlé pour te dire le produit Nestlé il est bon. Non. Voilà. Donc tu prends des organismes indépendants et il y a maintenant les applications qui permettent de. Mais le mieux, c'est de consommer local et de savoir chez qui tu vas acheter. Mais ça, c'est bon. Tu sais que c'est pas du jour au lendemain. Il y a les écologistes qui C'est ont des commencé à habitudes Voilà. à prendre. C'est une éducation. Il y a des agriculteurs. En fait, des produits naturels sont des produits de luxe. Donc, c'est vraiment plus cher. Et il y a aussi le problème du coût. C'est devenu parfois un produit de luxe. Donc c'est pour ça que c'est toute une mentalité à changer, une économie nouvelle à trouver entre le pouvoir d'achat et la qualité. Mais la qualité, normalement, elle ne coûte pas plus cher. Voilà, normalement, la permaculture est plus rentable Oui. que l'agriculture intensive. La Pierre Rabhi et d'autres ont fait des études, c'est un ingénieur agronome qui est originaire du Sahara, de l'Ouest, et il a démarré il y a 40 ans le retour à l'agriculture bio. Et il a fait des expériences en Ardèche, et il a démontré qu'avec peu de moyens, on peut faire du naturel, du bio, qui coûte moins cher. Mais, bien sûr, donc il faut trouver l'équilibre entre... Mais bon, ça, on a un sujet, on a des sujets. Bon, la prochaine fois, on va détailler la question d'alimentation. Autre chose, Le jeûne. moi je terminerai par une petite remarque. Vous m'excuserez. Il y a plein de gens qui s'intéressent comme ça au bio, à la santé, au sport, ceci, cela.
et il fume. C'est une schizophrénie, ça. C'est de la schizophrénie. Une fois, je me rappelle, quand j'étais en activité, maintenant je suis à la retraite, Gianni, un patient, maintenant, on a fait la consultation. Et moi, j'avais pour habitude d'expliquer beaucoup aux gens, à mes patients. Pareil, je le dis, on se donne l'ordonnance, toi, c'est cela. Qui te le واحد الدواء قال لي هذا il est remboursé. قلت له non, celui-là n'est pas remboursé. Parce que c'est un traitement spécifique, spécial pour ton cœur. Oh non, il est cher. Oh non. Comment ça, il est cher? Il est cher, je ne peux pas l'acheter. Je lui dis, mais monsieur, moi je connais votre dossier. Je suis en train de lire. Vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour. C'est pas plus cher qu'un médicament? C'est au moins 20 euros. Voilà. Donc, Par jour. il saigne بنفسه. Commence par lui-même. Il chauffe. Est-ce que j'ai des défauts et est-ce que je peux les corriger? De toute façon, je suis obligé de les corriger. Inch'Allah. Inch'Allah. Barak fik. Wassalamu alaikum. Salam. Barakallahu fik. Un grand merci à notre cher Ya'tikum saha. Merci. grand frère et ami docteur Orba. Et donc, Inch'Allah, promis, Inch'Allah, on refait une deuxième, un peu plus détaillée, on forme un séminaire, on va le faire à l'étage. Il faut que les frères et les sœurs assistent en direct, où on répondra aux questions, on va détailler un peu plus avec vidéoprojecteur, et on va aussi inviter 1 ou 2 coachs, Inch'Allah. Mais je vous avertis, hein, la deuxième partie, c'est du dur. Hein. faut être bien concentré, hein, parce qu'on va rentrer dans le spécial de la spécialité. Inch'Allah, ce sera un vrai hajj. Tout à l'heure, vous avez parlé de ronflage, de ce qui ronfle. Ah, le renflement. L'apnée du sommeil. Ça vient de quoi? Ah, L'apnée du sommeil, c'est tout un sujet. tout un sujet, oui. Moi, je ne ronfle pas, mais je sais des gens qui ronflent.